souhaiterais vous parler de la recherche à Lyon 1. Alors vous avez probablement vu le programme Réussir 2025 avec Bruno Lina. Je ne vais pas reprendre et détailler tous les points, évidemment, on y passera des heures. Je vais simplement me concentrer sur 3 points essentiels. Alors le premier, j'ai envie de dire simplification. Depuis quelques années, on observe une inflation galopante des procédures administratives. Alors, je citerai l'utilisation des crédits, je citerai les départs en mission, et puis le recrutement des contractuels. Tout ça devient de temps en temps un petit peu ubuesque. Et je crois qu'il va falloir, et c'est un des grands enjeux du mandat qui va arriver, c'est de simplifier toutes ces procédures et de les rendre tout simplement beaucoup plus efficaces et avec des temps d'exécution qui sont beaucoup plus courts. Actuellement, ces procédures amènent même à une certaine forme de découragement, voire d'abandon, en ce qui concerne notamment les recrutements des contractuels, et je trouve que c'est extrêmement dommageable pour notre recherche et pour nos laboratoires. Alors évidemment, pour organiser tout ça, il va falloir que les gens se rencontrent, discutent, entre les services, bien évidemment, administratifs des laboratoires, et puis les différents services communs et services centraux. Organiser des réunions régulières pour que sur chaque procédure semblant poser problème ou bloquante, eh bien, on puisse trouver des solutions internes. Je pense qu'une grande partie des erreurs et des problèmes et des blocages proviennent purement de positions dogmatiques. Il va falloir qu'on revienne là-dessus et qu'on en rediscute. Évidemment, tout ne se fera pas en un jour parce que c'est long, parfois c'est compliqué, ça a beaucoup de monde dans la boucle, la chaîne est très longue. Mais je suis intimement convaincu qu'on pourra considérablement simplifier le fonctionnement de notre université. Alors, il y a simplifier et puis il y a faciliter aussi. On a une fâcheuse tendance aussi à se rajouter des procédures qui sont parfois totalement inutiles. Si je prends par exemple l'appel à projet accueil, qui est une bonne chose à la base, donner de l'argent à nos jeunes entrants, c'est très bien. On peut se poser la question tout simplement à quoi sert cet appel à projet. Il suffit simplement de constituer un package, on part du principe de facto que tout nouvel entrant reçoit une somme. Alors on pourrait éventuellement aligner cette somme sur ce que donnent par exemple les autres organismes nationaux de recherche, comme le CNRS, l'INSERM, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de demander à nos jeunes enseignants-chercheurs de rédiger des pages et des pages de projets. Il y a aussi tout ce qui est autour de la gestion des équipements, la mutualisation, la rationalisation. Je crois aussi qu'on a un gros effort à faire. Il y a aussi notre bilan carbone qu'il va falloir quand même très largement surveiller. On s'est aperçu notamment dans les laboratoires que ce qui faisait notre bilan carbone était essentiellement dû aux achats. Donc si on pouvait mutualiser, ça serait franchement très bon. Et puis ça permettrait quand même de faciliter la vie de nos enseignants-chercheurs et des BIATS, évidemment. Et puis, il y a d'autres types d'appels à projets. Alors faciliter, ça veut dire aussi permettre aux enseignants-chercheurs de relancer leur carrière. Et je trouve que l'appel à projet relance est une excellente chose. En ce qui concerne l'appel à projet Sens, il faut lui redéfinir ses objectifs. L'idée principale, c'est de permettre à l'université de pouvoir aider les enseignants-chercheurs à un moment difficile de leur carrière et de pouvoir les réembarquer dans la recherche pour simplement éviter un décrochage. C'est important pour nos jeunes enseignants-chercheurs, mais aussi pour des enseignants-chercheurs un petit peu plus matures, qui ont déjà une carrière déjà bien avancée. Pour faciliter la vie des enseignants-chercheurs, nous aimerions créer un centre de soutien académique. L'idée ici, c'est d'alléger considérablement le travail de soumission des publications ou des projets des enseignants-chercheurs. On se propose, à l'aide d'infographistes et de personnes compétentes dans le domaine, de travailler avec l'enseignant-chercheur et lui permettre d'optimiser la qualité tout simplement de ses publications et de ses projets. Évidemment, tout ne se fera pas facilement. Il faut créer cette interface entre le monde de l'infographie, de la mise en forme, etc., le numérique, et puis les enseignants-chercheurs et je dirais la partie scientifique. Nous avons des personnes qui peuvent faire cet intermédiaire entre les deux et permettre de rendre ce service parfaitement opérationnel très rapidement et de manière très efficace. Le deuxième point concerne les unités de recherche, leur fonctionnement et toute l'aide qu'on pourra leur apporter pour renforcer leur modèle économique et leur permettre tout simplement de développer une politique scientifique. Il y a bien évidemment les dotations annuelles. Ces dotations annuelles n'ont pas bougé depuis 10 ans. C'est pas normal. Il va falloir qu'on recalcule ces dotations pour tenir compte bien évidemment du nombre de permanents
nombre de doctorants et l'inflation et les coûts d'infrastructure qui sont de plus en plus importants et à la charge des unités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne tout simplement les relations entre la gouvernance et puis les unités de recherche. Il faut qu'on retravaille sur ce point qui est très très important. Une réunion annuelle ou quelques coups de fil dans l'année, ça ne suffit pas. Il faut instaurer 3 réunions, à minima 3 réunions avec chaque unité de recherche pour véritablement recenser les besoins de ces unités, à la fois en ressources humaines, mais aussi au niveau financier. C'est impératif. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrivera pas à connaître réellement les besoins de chaque unité de recherche. Il y a un certain nombre d'outils, comme Dialogue, un outil du CNRS, qui permettent véritablement ce recensement très juste. Et ça va nous permettre de définir tout simplement une politique pluriannuelle et je dirais une relation privilégiée avec chaque unité et bien entendu pouvoir leur apporter l'aide la plus juste possible. Il y a l'appel à projet équipement, qui est une très bonne chose qu'il va falloir renforcer. Cet appel à projet équipement répond à un besoin. Simplement, nos appareils sont de plus en plus vieillissants. Et si on veut garder un très haut niveau de technicité, il va falloir qu'on remplace nos appareils, qu'on les upgrade, etc. Donc cet appel à projet pose aussi la question des plateformes technologiques. Ne pas confondre les plateformes technologiques et les plateaux technologiques des laboratoires. Ce sont deux choses différentes qu'il conviendra bien entendu de préciser pour une meilleure lisibilité quant à la politique scientifique d'établissement. Le troisième point concerne la place de Lyon 1 au sein de la communauté scientifique de Lyon-Saint-Étienne et les différentes relations qui doivent être rétablies avec nos partenaires du site, c'est-à-dire les écoles et les universités. Nous avons plein de projets en commun, comme SHEPMED, les CFRI, les EUR et les LABEX. Tous ces projets n'ont pas atteint le même niveau de maturité, il va falloir l'évaluer. Et typiquement, si je prends les LABEX, c'est une vraie problématique. Ces LABEX vont s'arrêter, certains ont magnifiquement fonctionné, il va falloir trouver la bonne solution pour continuer à entretenir les activités de recherche qui sont issues de ces LABEX. En ce qui concerne les CFRI et les EUR, elles ont vocation peut-être à terme de se transformer en graduate school. Ça, c'est une vraie problématique également. Il va falloir regarder véritablement le niveau de maturité de chaque SFRI et des EUR. En ce qui concerne le projet SHEPMED, c'est un projet magnifique qui fonctionne remarquablement bien, qui commence à donner quelques résultats. Et je crois que ça peut être un élément fondateur pour créer d'autres projets, comme par exemple le projet d'intelligence artificielle, qui malheureusement n'a pas été financé le cluster IA n'a pas été financé, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été financé qu'on ne peut pas, au sein de la communauté Lyon-Saint-Étienne, travailler sur ce projet qui me semble vital pour l'avenir de l'université et du site, bien évidemment. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on a besoin de nos établissements partenaires, des écoles, des universités, pour créer de vraies relations et construire le site du futur à Lyon. Alors ça ne se fera pas, bien évidemment, dans le mandat qui arrive, mais il faut s'y préparer et on a besoin de construire par la base, via ces projets, la structuration de demain du site. Alors pour conclure, je souhaiterais remercier l'ensemble des personnels qui ont contribué à la rédaction de ce projet de recherche, mais pas uniquement. Nous sommes maintenant presque 200 à avoir travaillé depuis quelques mois à la rédaction de ces différentes propositions que nous faisons pour ces élections. À titre personnel, je voulais simplement ajouter un petit mot. C'est vrai que je suis dans l'aventure avec Bruno Lina depuis le début et je soutiens Bruno depuis maintenant 2020, pour une raison très très simple. Je pense que l'université Claude Bernard Lyon 1 mérite d'avoir un président comme Bruno Lina. Il a une stature de renommée internationale, il a des relations dans les ministères, même jusqu'à l'Élysée, et on a besoin d'une personne comme ça pour nous porter nos valeurs et faire en sorte que l'université retrouve son niveau d'antan et continue son développement et à travers, bien entendu, tous ces projets, pas uniquement scientifiques, tous ces projets qui sont de très très grande qualité parce que tous nos personnels sont de très très grande qualité. Merci à tous.